Bonjour à tous. Alors, qui est George Soros? Voilà la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. On en a entendu parler dernièrement dans les médias, sur BFM TV par exemple la semaine dernière, où un journaliste a fait scandale, on l'a même repris et lui a dit quand même qu'il exagérait, en disant que ce sont les No Borders, vous savez, toutes ces manifestations anti-Trump qui ont lieu aux États-Unis et qui foutent le souk, foutent le bordel dans les rues de Washington et d'ailleurs. Et ce journaliste, donc André Berkoff, a dit que c'était les No Borders, donc des gens qui sont payés, qui sont financés par George Soros. Ces gens-là sont payés 200 € de l'heure. Et d'une autre journaliste d'ajouter, Evelyne Josselin, les manifestants sont payés par George Soros. Ça devient un job lucratif d'être manifestant contre Trump. Ils sont véhiculés par bus et payés à la journée. Alors voilà, ceux qui sont en train de semer la zizanie aux États-Unis contre le président élu. Donc qui sont directement financés par ce monsieur Soros. Alors qui est-il, ce monsieur qui, encore dernièrement, dans la presse française, on apprend qu'il est milliardaire et qu'il a invité dans un grand hôtel de Davos, où étaient réunies les élites financières, économiques, journalistes à Davos, pour leur dire que Trump était un apprenti dictateur et qu'il échouerait et que tout ce qu'il faisait, c'était incohérent et donc il fallait à tout prix tout faire pour le renverser. Et on va voir que ce George Soros est un expert des changements de régime et il met l'argent pour ça. Donc, George Soros, nous avions publié un dossier, nous, à Solidarité et Progrès, déjà il y a bien des années, c'était il y a maintenant presque 10 ans, dossier complet qui expliquait qui était donc ce monsieur Soros, méga spéculateur et reconnu au niveau international comme un grand philanthrope. Voilà. Donc, très intéressant de s'intéresser sur son parcours. Il raconte sa jeunesse, c'est un juif hongrois. Et donc il était très jeune quand les nazis sont arrivés. Et dans un interview qu'il a donné en 1993, il dit « Voilà, lorsque les Allemands arrivèrent, mon père me dit « Il n'y a pas de loi sous l'occupation. Les règles normales ne s'appliquent pas. Il faut que tu oublies la manière dont tu dois te comporter dans une société normale. Cette situation ne l'est pas. » Et il nous procura, à nous tous, des faux papiers. Chacun de nous eut un arrangement différent. Je fus adopté par un des responsables du ministère de l'Agriculture, dont le travail consistait à saisir les propriétés des Juifs. Et je l'ai donc accompagné pour prendre possession de ces grands domaines. C'était mon identité. C'était une vie étrange, très étrange. J'avais alors que 14 ans. Donc ça, c'est dans cette interview, et le journaliste lui dit « Mais il me semble quand même que c'est une expérience qui aurait pu conduire beaucoup de gens vers le divan d'un psychiatre pendant de nombreuses années. Avez-vous eu des problèmes, soi-disant psychiatriques ?» Et lui dit non, pas du tout, bien entendu. J'aurais pu me trouver de l'autre côté. Ou j'aurais pu être celui à qui l'on prenait les biens. Mais je n'avais pas le sens que j'aurais pu ne pas être là où j'étais parce que, en fait, c'est drôle, mais c'est comme sur les marchés financiers. Parce que si je n'avais pas été là où j'étais, bien sûr, je n'aurais pas fait ce que je faisais, mais quelqu'un d'autre aurait pris ses biens de toute façon. Et c'était, que je sois là ou non, je n'étais qu'un spectateur, la propriété était saisie. Donc je n'avais aucun rôle dans la saisie de cette propriété, et par conséquent, je n'avais donc aucun sentiment de culpabilité. Donc voilà, déjà quand même avec le recul, il n'a pas trop de regrets, et on peut le remercier, puisque c'est grâce à M. Soros que nous avons le traité de Maastricht. C'est lui, en tant que méga spéculateur, qui avait lancé justement les grandes opérations spéculatives contre les monnaies européennes, pour montrer la faiblesse de l'Europe quand elle était divisée par États, et qu'il fallait à tout prix s'unir donc pour mettre fin au système monétaire européen, ce qu'on appelait en 1992. Et donc, en spéculant massivement sur la lire italienne à l'époque, il a fait s'effondrer le pays, une grosse crise financière. Le journal de l'époque rapporte qu'il a quand même gagné 400 milliards de lire en spéculant sur la monnaie italienne, et que l'État, lui, de la Banque d'Italie, a dû dépenser 48 milliards de dollars de ses propres réserves pour éviter que l'Italie tombe en faillite. Donc, suite à cette pseudo-faillite de l'Italie, donc on a réfléchi à un nouveau programme qui s'est appelé le traité de Maastricht, évidemment, et qui a établi l'euro comme monnaie unique européenne et qui allait nous faire résister face aux grands problèmes de la mondialisation financière, et donner justement le pouvoir sur cet euro, cette tutelle financière, à la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui dirigée par Mario Draghi et ses amis. Alors on lui a demandé également sur cette question s'il avait des remords, et il a dit, je cite, « Je suis sûr que des actions spéculatives ont eu certes
des conséquences négatives. Mais ceci n'entre pas en ligne de compte dans ma pensée, c'est impossible. Si je m'abstenais de certaines actions à cause de doutes moraux, je cesserais alors d'être un spéculateur efficace. Je n'ai pas l'ombre d'un remords pour faire un profit. Je ne l'ai fait que pour faire de l'argent. Voilà, donc ça c'est ce qui nous a quand même amené au traité de Maastricht. Donc qui est George Soros? On voit un grand spéculateur, philanthrope, qui a créé des dizaines de fondations dans le monde. Je peux vous en citer quelques-unes. L'Open Society Institute, Human Rights Watch, l'initiative relative à la transparence des industries extractives, EITI, donc j'en reparlerai tout à l'heure, le Quantum Fund, l'Open Society Fund, donc tous ces fonds spéculatifs qui sont dans les paradis fiscaux et qui jouent un rôle majeur dans beaucoup de domaines. Donc on va juste en approcher deux aujourd'hui. Donc un, c'est la construction européenne, puisque c'est lui qui a créé le European Council on Foreign Relations, avec un écologiste, Joschka Fischer. Donc en 2007, justement au moment où la France, quelques années auparavant, avait rejeté le traité établissant une constitution européenne, qui était soutenue par George Soros et ses amis, et que Nicolas Sarkozy a fait adopter donc en 2007, en s'asseyant sur le nom des citoyens français qui avaient voté à 55% quand même contre la mise en place de cette constitution. George Soros avait alors dit « L'Europe ne peut pas se permettre de devenir un symbole de faiblesse ou de déclin. Les dirigeants européens trahiraient les espoirs et les intérêts de leurs citoyens s'ils laissaient l'incertitude sur le traité de Lisbonne affaiblir la politique étrangère naissante de l'Europe ou s'ils échouaient face au défi de la rendre plus forte. » Donc ce European Council of Foreign Relations, donc le Conseil européen des relations étrangères, a joué un grand rôle dans toute la politique européenne ces dernières années, évidemment la politique étrangère de l'Europe et ses différentes interventions dites humanitaires, donc dans la plupart des pays du Moyen-Orient ou en Afrique. D'ailleurs, Soros déclarait « Je possède un réseau de fondations dans toute l'Union européenne qui propose cette idée d'une initiative d'ouverture globale de la société, la grande ouverture du libre-échange, etc. » Donc on voit bien le type de personnage donc, qui est derrière tous nos malheurs européens. Donc c'est pas tout, il y aurait beaucoup de sujets. Malheureusement, je n'ai que 10 minutes, mais il y en a bien d'autres. Par exemple, j'en ai noté un autre, c'est sur cette fondation l'initiative de transparence des industries extractives. Donc ça a été créé par George Soros et ses ONG que sont Publish What You Pay, donc publier ce que vous payez, et Global Witness, qui est, disons, le témoin global, celui qui regarde tout au niveau global, pour exiger que toute nation possédant des ressources naturelles de valeur soit obligée d'afficher publiquement toutes les données dont elle dispose sur leurs richesses. Donc c'est évidemment beaucoup appliqué à l'Afrique. Et on rejoint cette fondation de George Soros, toutes les plus grands cartels, Shell Oil, De Beers, Katanga Mining Limited, ExxonMobil, Chevron, Rio Tinto, Anglo Gold, tous ces pays donc, qui pillent les ressources et les matières premières de l'Afrique. Et pour faire passer ça aux Nations Unies, il s'est associé avec Tony Blair, donc, qui, après la création de cet institut, avait déclaré que c'était aujourd'hui un grand jour, puisque pour la première fois, les États n'ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent derrière leurs propres frontières, mais qu'au nom de l'humanité, nous avons le devoir commun de protéger les peuples là où leur gouvernement refuse de le faire. Voilà un petit peu cet empire international bâti par George Soros. Je ne parlerai pas évidemment de toutes les révolutions de couleurs qu'il a menées en Ukraine. On l'a encore vu dernièrement avec Victoria Nuland, la secrétaire d'État d'Obama. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Vous retrouverez tout dans ce dossier pour ceux que ça intéresse. Je crois qu'il faut dénoncer ce Soros. Il est dans les médias français en ce moment. Il faut en profiter pour que les gens connaissent. Et pour finir, un pont, évidemment, avec ce qui se passe en France, même si c'est un clin d'œil. George Soros a été le grand avocat de la légalisation de la drogue partout dans le monde, en Amérique latine, où il a créé, faut savoir, dans les années 90, tous les fonds en Amérique latine sur la légalisation de la drogue. Donc je peux vous en citer un qui est également dans ce dossier. Voilà. Donc, par exemple, l'Institut transnational d'Amsterdam, qui avait dirigé le projet COCA, qui réunissait tous les dirigeants d'Amérique latine pour la légalisation de la drogue, et dont même un des fondateurs prônait la légalisation des cocaïnes, puisque de toute façon, un monde sans drogue, ça n'existe pas, et que les gens sont tout à fait libres, évidemment. Donc, il a été derrière la politique d'Obama de légalisation de la drogue aux États-Unis.
avec le résultat magnifique que depuis maintenant une dizaine d'années, la mortalité due à l'usage de drogue douce à drogue dure, d'opiacés, etc., a augmenté tout simplement de près de 500%. Donc les morts par surdose de drogue, multipliées par 500%, passant de 6 pour 100 000 à 30 pour 100 000 durant les 15 dernières années. Évidemment, tout ça lié à la désindustrialisation forcée aux États-Unis, qui ont créé une instabilité économique très grande. Et évidemment, les gens dans une faiblesse économique, une faiblesse dans la sécurité, etc., vont plus facilement tomber dans justement la drogue pour, disons, s'en sortir, entre guillemets, ou oublier. Donc en France, évidemment, on a le même chemin qui se prépare. On a une désindustrialisation massive. On avait 40% de notre PIB dans l'industrie dans les années 70. Aujourd'hui, c'est à peine 12%. Donc avec justement Monsieur Hamon, qui a été donc élu candidat pour le Parti socialiste, qui prône évidemment cette légalisation de la drogue, évidemment se fait le relais de gens comme George Soros pour cette société dite ouverte, mais qui est en fait un empire financier mondialisé, contrôlé par des méga spéculateurs, sous couvert de philanthropie, évidemment, et de pillage financier. Donc voilà, je vous invite à lire ce dossier en entier. Il fallait faire le point sur ce monsieur et lui demander gentiment d'arrêter et de laisser la politique à d'autres.